Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin dans Bonjour d'Algérie avec bien sûr toute une pléiade d'invités qui vont se succéder aussi sur ce plateau. Alors, ils viennent d'horizons différents, mais ils viennent surtout de régions différentes. On fera un véritable voyage à travers différentes régions du pays ce matin, notamment Djelfa, où l'on ira à la rencontre d'un oléiculteur. Il s'agit de Monsieur Hakim Alilesh, donc qui a réussi l'exploit vraiment d'exporter déjà son produit, mais aussi de l'inscrire sur la liste et le panthéon des meilleures huiles au monde. Nous en parlerons donc tout à l'heure. Il s'agit d'huile d'olive, je n'avais pas précisé. Alors, c'est un investissement sur 20 ans dont on parlera aujourd'hui avec notre invité. Et c'est aussi, cela coïncide aussi avec la 9e édition de la fête de l'olivier qui a débuté le 15 du mois et qui se poursuit encore du côté de Tizi Ouzou, donc pour le bonheur des amateurs de cette huile. L'huile d'olive, mesdames, messieurs, est une huile précieuse pour la santé. Et oui, elle figure sur les listes de tous les régimes liés à la santé, aussi à l'hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. Et justement, on va parler de santé aujourd'hui avec le professeur Soumeya Fedala qui viendra nous évoquer l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, ses conséquences sur le corps, mais aussi ses causes, aussi ses symptômes. On va comprendre un petit peu justement cette maladie qui touche un peu les hormones ou le système hormonal du corps avec ce professeur en endocrinologie et métabolisme. Donc cette matinée, je le disais, c'est un périple en même temps, cette émission, puisque nous irons ensuite du côté de Tougourt, dont l'ambassadeur aujourd'hui sera un artiste peintre, plutôt Halim Sellami sera notre invité, lui donc qui est originaire de cette belle région de Ouadrire en l'occurrence et dont le regard a si bien reproduit la réalité de cette région et bien sûr qu'il devient reflet, il devient aussi non pas seulement un reflet, mais surtout un miroir de tout un patrimoine de cette région du sud algérien. Après donc Tougourt, nous irons à Annaba avec Ahmed Grigassen qui nous fera découvrir une personnalité illustre de cette région. Nous connaissons cette commune d'El Bouni dans cette ville, mais si vous êtes du côté de Annaba, de la coquette Annaba, vous vous posez la question, pourquoi ce nom? Eh bien aujourd'hui, vous allez découvrir toute une lignée de savants à travers notamment l'un des derniers, Ibn Sass El Bouni. Donc ce sera un parcours donc d'un grand théologien qui sera repris par Ahmed Grigassen ce matin. Après Annaba, où irons-nous? Vous me direz, on ira du côté de Djebel Amour avec ce tapis qui jadis était très prisé par les touristes de tous bords. Il est connu à l'échelle internationale, mais aussi il est très aimé par les Algériens, ce tapis aux couleurs, couleur de la passion, donc dont nous parlera Samira Hadj Amar ce matin. C'est l'essentiel de cette matinale. J'espère que vous apprécierez les thématiques retenues ce matin. Donc aujourd'hui, bien sûr, comme d'accoutumé, nous commencerons par un point météo. Il est signé Mina Abed et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour, Comment va? Ça va. Ça va? Très bien. Un bon samedi, je vous souhaite en tout cas. Merci. Ça va, il y a des petites éclaircies. On peut profiter peut-être de la matinée, non? Oui, on peut profiter de la matinée, mais il faudra s'attendre à quelques pluies l'après-midi. Ah oui, le ciel est quand même assez couvert ça commence à se partiellement. couvrir, effectivement, oui. En tout cas, je vous laisse tout de suite nous parler du temps, donc à travers le pays, mais aussi peut-être dans une région du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que Exactement. vous avez choisi? On va le découvrir là tout de Avec suite. plaisir, avec plaisir. Merci Moi, je suis beaucoup. patiente, rassurez-vous, Mina. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil. Et bien de la brume. Quelques nuages bas ce matin sur l'ensemble des régions nord. Et puis le ciel restera nuageux sur le centre avec le retour des pluies à partir de cet après-midi. Toujours sur le centre ainsi que sur les régions intérieures. Par contre, vers les régions intérieures, elles seront accompagnées parfois de grêles sur la partie sud. Entre un ciel dégagé sur le Nord-Sahara, le Sahara central, les oasis, des passages nuageux vers l'extrême sud, le sud-ouest, le Hogar et le Tassili et la Saoura, avec possibilité de quelques faibles pluies en journée sur la Saoura. À noter
Bien sûr, de fréquents soulèvements de sable le long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 18 degrés. Du côté d'Alger, 22 degrés, à Oran 14 degrés, à Tiaret 21. À Tlemcen, on notera 18 à Alger, 20 degrés à Naba, 22 degrés à Sétif, 28 à Gardaya, 26 degrés à Béchar, 33 degrés à Tindouf, Adrar et Insalah. Et enfin, 38 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer peu agitée à agitée sur le centre et l'est, agitée en revanche vers l'ouest du pays, avec des vents entre 10 et 20 km/h vers la partie est, entre 10 et 25 km/h sur le centre, et enfin entre 30 jusqu'à 40 km/h vers la partie ouest. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Eh bien, on notera des passages nuageux, notamment à Berlin, des pluies à Londres, Paris ou encore Istanbul. Côté température, on notera 2 degrés à Moscou, 9 degrés à Istanbul, 18 à Rome, 15 à Vienne, 16 à Berlin, 12 à Londres, 17 à Paris, enfin 16 degrés à Madrid. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Omina. Merci. Ça, je vous souhaite aussi de passer une agréable journée, un bon samedi. Voilà, et on se reverra bientôt. Très bientôt. Oui. Très bientôt. Avec plaisir. Inch'Allah. Voilà, et le plaisir aussi est de retrouver les téléspectateurs qui nous suivent ce matin, à qui on va offrir d'emblée une petite première chanson. Elle est interprétée par une bête de scène qui a marqué les années 80, les années 70, 80 et même 90. Il s'agit de Hassiba Amrouche, dont la voix nous a manqué. Il s'agit donc, alors elle interprète ce matin une chanson intitulée Khit Rouh. Et c'est parti. Voilà, et justement de cette belle Kabylie, nous allons tout de suite mettre le cap sur Annaba pour découvrir une personnalité qui a marqué les esprits durant plusieurs générations et plusieurs siècles. Il s'agit d'El Bouni, dont un quartier de Annaba porte le nom. Il a vécu au XVIIIe siècle et je n'en parlerai pas aussi bien qu'Ahmed Grigahsen, donc qui est notre astrophysicien, mais aussi grand connaisseur de la culture islamique. Bienvenue Ahmed. Bienvenue, bienvenue. Bonjour à la Ça y est, quand il y a des éloges au début, on a du mal à démarrer. Exactement. C'est pas toujours évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Bonjour à toi, à tous les téléspectateurs. Oui, moi, vraiment, c'est avec plaisir que je vous retrouve, Ahmed, ce matin. Ben, on se retrouve, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Absolument, absolument. Bonjour. Et voilà, donc encore une fois, on se revoit pour parler d'une personnalité algérienne. Et d'une ville qui est chère à mon cœur aussi, Avant. Annaba. Pourquoi? Parce que j'y ai vécu un peu de ma vie quand même, hein, une quinzaine d'années. Donc. Moi, je l'ai découverte, ça fait quelques années. Je suis marqué par la générosité des gens, leur accueil, leur bonté. Et puis toute l'activité culturelle qu'il y a à Annaba ces dernières années. Il y a plein d'associations qui militent pour la sauvegarde de la vieille ville. Ils organisent des colloques ex nihilo, comme on dit, Absolument. avec rien. Mais il y a des acteurs quand même économiques qui contribuent. Et à chaque fois que j'y vais, je suis vraiment ravi parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de jeunes. Je ne vais pas citer tout le monde, je vais citer juste mon ami Nadir Chlali et toute son équipe. Donc, dernièrement, ils ont même, ils ont exposé un film, Torba al-Hamra, sur l'argile à Annaba, sur la poterie à Annaba, la tradition. Et c'était impressionnant. C'est un travail de fond, c'était très riche. Parce que la recherche en Algérie, surtout dans ces thèmes historiques liés à la culture, on va toujours ex nihilo parce qu'il n'y a rien qui est fait. Oui, on démarre de rien. On démarre de rien, il faut aller chercher dans les documents, les archives, les photos, etc. pour trouver quelque chose. C'est ce que vous faites, Ahmed Grigahsen. Donc vous avez dépoussiéré aujourd'hui et voilà. Vous avez réussi à nous amener un très beau récit autour du théologien Ibn Sassi El Bouni. En fait, ce n'est pas qu'un théologien, c'est une famille. Oui, c'est une lignée de théologiens. Voilà, on a au moins 5 personnalités qu'on connaît, peut-être plus.
qui ont marqué l'histoire de Annaba et l'histoire de l'Algérie ottomane. Ahmed Ben Qasim el-Bouni, Ahmed Ben Qasim Ben Mohamed Sassi el-Bouni, donc il est décédé, il est né en 1650, il est décédé en 1726. C'était vraiment le summum, l'apothéose de la contribution de la famille. Avant lui, il y a eu son grand-père Mohamed Sassi, puis le père Qasim lui-même, et puis ses enfants, il y a Ahmed Zarrouq et je pense Mohamed. Et Mohamed a eu un fils qu'il a appelé aussi Ahmed. Donc voilà, donc c'est ce qu'on connaît. Je pense que si ça se trouve, la famille existerait toujours, les descendants sont toujours à Annaba. Ça, c'est une vieille représentation de la ville de Annaba. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'était différent. On connaît beaucoup la baie d'Alger à cette époque-là, mais un peu moins Annaba. Ça, c'est plutôt la mosquée Salih Bey, c'est l'époque ottomane. Et j'ai tenu à présenter Ahmed Ben Qasim el-Bouni parce que la semaine dernière, j'ai eu... c'était il y avait une activité culturelle dans l'espace culturel Bachir Mentouri à Alger Centre. Donc, j'avais essayé de présenter quelques noms de Cheikh al-Melhoun à Alger, un thème qui n'a jamais été abordé à ma connaissance. J'ai essayé de fouiner, j'ai trouvé une trentaine de noms. Inconnus, tout le monde était dans la liste est inconnu, donc on connaît très peu de ces gens. Et il y avait un gars qui était à côté de moi, donc là, faisant sa présentation, il nous sort avec une phrase Alger n'a jamais été une ville de science ni de culture, ni à l'époque médiévale, ni à l'époque ottomane. Ça m'a un peu frustré parce que tout le travail qu'on fait pour essayer de présenter ces personnages, et à la fin, donc, il y a quelques-uns qui arrivent comme ça avec juste un petit trait de main, donc ils effacent tout, il n'y a rien. Et donc j'ai choisi de présenter Ahmed Ben Qasim el-Bouni, qui est de Annaba, donc c'est pas la capitale à l'époque ottomane, on est en plein 18e, enfin au début du 18e siècle, et il a plus d'une centaine d'ouvrages, donc certains disent 170, donc d'autres disent, plus réducteurs disant, ils disent une trentaine, peut-être un peu plus. Et là, on va voir que le bonhomme donc, a fait sillonner le monde musulman d'est en ouest, donc pour étudier chez les grands noms. S'abreuver chez les meilleurs savants. Oui. Exactement. Donc il a étudié chez lui, chez son père, chez son grand-père. Puis il est parti à Al-Azhar, il a étudié chez Abdel Baqi, Zarqani, Laqani, Al-Kharashi, Al-Ajhouri, tous les grands noms de l'Égypte à l'époque. C'est des gens très connus dans la Fetwa malikite, c'est des références. Donc il a étudié chez eux, il a reçu leur ijazat, il est revenu, donc il a commencé à enseigner chez lui. Il a eu comme élève le mufti de Constantine, Abdelkader Rachidi, et non des moindres. Donc, et puis on ne connaît pas grand-chose de lui. Ce qui reste, c'est les titres, beaucoup de titres de ses ouvrages et quelques manuscrits. Donc certains commencent à sortir, entre autres le livre très connu Durr al-Masuna fi ulama wa sulaha Bouna. Donc, et là, donc, il a justement écrit en réponse à Al-Abderri, qui est un voyageur du 7e siècle de l'Égypte, qui est passé par Alger et par Annaba notamment. Et là où il allait, il disait il n'y a rien. Et justement, c'est l'une des références du monsieur qui a fait sa présentation. Il disait qu'Alger, il n'y avait rien parce qu'il y a l'Abderri qui dit qu'il n'y avait rien. Donc lui, quelques siècles après, donc, il répond à l'Abderri en donnant tous les noms, toute l'histoire de Annaba. Et ce qui est bien avec le Bouni, Ahmed Ben Qasim el-Bouni, en général, il choisit la forme poétique donc, pour la rédaction de ses ouvrages. C'est un exercice très difficile, c'est pas évident exactement de mettre mais ça permet d'apprendre vite, donc de mémoriser. Là, c'est un manuscrit d'une lettre de lui-même. On dit c'est sa calligraphie, c'est son écriture lui-même, mais je ne suis pas sûr. Donc, c'est un vieux manuscrit. C'est une lettre qu'il a envoyée. Donc, une personne. Oui, elle est signée tout en bas, on voit une petite signature. Là, en bas, non, la signature vient à la suite, dans la deuxième page. Non, c'est ce qu'on appelle en arabe lisan. Donc, c'est pour dire que c'est le début de la page suivante. La page suivante. Donc, ça permet, comme il n'y avait pas de pagination, ça permet de suite. Donc, ça donne suite. Et là, donc là, c'est la suite. Ça, c'est la date et la signature. Moi, on n'est pas sûr, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peut-être que c'est vrai. Ça a l'air très ancien. Oui, le papier est très ancien, c'est sûr.
Peut-être qu'il faudrait l'expertiser et puis voir. À voir exactement. On peut utiliser comment on appelle ça, ou bien analyser le papier, ou bien ce qu'on appelle l'alamat al-ma'iyya, ce qu'on appelle ça déjà en français. En fait, les anciens producteurs de papier en Europe, ils mettaient des signes à l'intérieur du papier et ça permet actuellement d'identifier le producteur, la date et la fabrique, etc., etc. Et ça donne la date du papier. Comme ça, on connaît au moins quand est-ce qu'a été... C'est vrai qu'on est sous l'Empire ottoman qui était très évolué dans ce domaine. Il y avait beaucoup d'échanges en fait. On croit qu'on a souvent tendance à croire que c'était des milieux cloîtrés, il n'y avait pas d'échanges. Quand il y avait des échanges, c'était des échanges belliqueux. Mais ce n'est pas vrai, il y avait beaucoup de... il y avait beaucoup d'échanges, de cadeaux et d'offrandes dont faisaient partie les livres sacrés et certains manuscrits. Les hajjaj, donc des fois, ils partaient en pèlerinage en louant des bateaux Ferengi, comme on disait à l'époque. Oui. Donc c'était de la location, donc ils louaient des bateaux, ils partaient en Égypte, à Alexandrie, et là ils descendaient pour continuer en caravane. Mais donc il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup d'échanges belliqueux ou d'échanges de paix pacifique. Oui. Là c'est Thabt el-Bouni. Très bien. Ça c'est merveilleux, quand on a les Thabt, on est tout content parce qu'en général on a les noms de tous les profs. Du savant, il donne tout pratiquement et des fois il donne même la liste des livres qu'il a étudiés chez ses professeurs, le lieu et la date. Très bien. Et ça c'est caractéristique de la culture islamique. On appelle ça Thabt, al-Fahrasa, al-Barnamaj, ça a plusieurs noms. Excellent. Mais c'est en général le programme qu'il a suivi pour quand il donne l'ijaza à ses élèves, à son élève qui demande l'ijaza. Et ijaza veut dire stricto sensu, licence. Oui. Donc ajaza, donc il l'a licencié pour lui permettre. C'est dans ce sens. Là, c'est un livre sur Sahih al-Bukhari, Idhar ba'd nafa'is ad-Dikhari. Les khatmi ahadith l'imam al-Bukhari. Parce qu'on a toujours la tradition en Algérie de lire le Bukhari et on commence à Rajab et on termine à la fin du mois de Ramadan. Et le khatm, c'est toute une célébration et en général, il rédige un document autour de le khatm. Donc là, c'est un des documents. Donc c'était un muhaddith aussi, une bonne référence. On a aussi... Ad-Dukhl al-Asna. Voilà. C'est ça? Exact. Ad-Dukhl al-Asna, bidhikri asma'illahi ta'ala al-husna. Donc, on a ça. Donc, c'est un petit livre. Et c'est aussi un poème didactique où il cite tout asma'illah al-husna, tous les noms, les attributs de Allah. Et il donne les explications, ou bien c'est un dua. Aya hakamun adlun latifun tadalluli ilayka fakunni fi hayati wa fi qabri. Donc, exactement. Ya basit wa ya rafi'u sami'un basit. Donc, il donne toute la suite. Et c'est facile, c'est facile d'accès, c'est facile à retenir. Exactement, à retenir. Donc, voilà un peu. Donc, il reste quelques ouvrages. Et il a aussi écrit en médecine. Donc, il a quelques ouvrages en médecine. Un vrai savant. Exactement, un vrai encyclopédiste. Il a écrit pratiquement dans tous les domaines qu'il y avait dans la culture islamique. Ça, c'est un ensemble de ses travaux qui a été publié par mon ami Abdelrahman Douyeb. Donc là, Idhar ba'd nafa'is ad-Dikhari. Là, ça, c'est un manuscrit sur le Hadana. C'est une question qu'on lui a posée autour de l'Hadana. Donc, à qui on attribue le Hadana et toutes ces histoires après. Oui, c'est très important. Exactement, en islam. Donc, c'est ça, fatwa. Et c'est ce qui fait la force aussi du livre sacré, le Coran. Donc, il détaille exactement, tous ces aspects. Et puis, tout dépend de la lecture, tout dépend des écoles. Donc, il y a les Malikites, il y a les Shafi'ites. Donc, il y a des lectures différentes. Donc, ça, c'est un autre travail de lui. Je pense que c'est une autre copie de l'Hadana. Donc, voilà. Et on trouve ces ouvrages presque partout. Donc, éparpillés dans le monde musulman. On ne sait pas s'il y a peut-être... là, c'est I'lam al-Qariha bil-Adwiya Sahiha. C'est l'un de ces ouvrages. Ça, c'est la médecine en pharmacopée. Donc, on voit en photo les herbes, des fleurs et des graines peut-être. Donc, voilà. Donc,
Et on revient sur cette belle image d'Alger au XVIIIe siècle. Annaba. Voilà. On est tellement obnubilé par Alger que voilà, on en oublie les autres belles villes côtières, donc à l'instar de Annaba, Bouna, d'où le nom d'El Bouni. Ipon, Bouna, exactement. Ipon, donc, et voilà. On a fait le tour, ça va, Ahmed? J'espère que oui, donc on a essayé de présenter, peut-être, j'espère qu'on pousse les gens à lire. En tout cas, les habitants d'El Bouni en savent plus, pour ceux qui nous regardent ce matin. De Annaba, donc c'est un peu quartier de leur commune. On a essayé de jeter un peu de lumière sur une personnalité de Annaba. Il y en a d'autres, hein. Il y a Sidi Ibrahim Toumi, il y a donc Annaba est connu, et donc il y a des dizaines de alim, de wali, qu'on découvrira probablement prochainement. Inch'Allah, tout le long de la rubrique, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed Biligassen. Je vous souhaite un bon Ramadan, parce que c'est notre dernière rencontre. Ramadan Karim, Inch'Allah, ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin. Alors, dans un petit instant, on reçoit notre invité, mais avant, voici de très belles images qui nous emmènent droit vers le Tassili Nadjer. Pour la séquence suivante, où nous parlerons santé essentiellement. Nous parlerons d'hypothyroïdie avec le professeur Soumeya Fedala qui vient justement nous en parler ce matin. Elle est spécialiste en endocrinologie, j'y arrive, et aussi en métabolisme. Bienvenue, professeur. Bonjour, aux téléspectateurs qui nous regardent à travers leur écran. Oui, on est ravis de vous recevoir ce matin. Parce que vous êtes un petit peu la représentante, l'ambassadrice de tout un secteur qui vraiment met les bouchées doubles ces derniers temps pour une belle campagne liée à cette pathologie en particulier. Oui, tout à fait. Nous faisons partie donc de cette campagne de sensibilisation sur les maladies endocriniennes, notamment donc thyroïdiennes, comme vous le dites si bien. Et l'hypothyroïdie, donc justement, est très importante à reconnaître, à dépister précocement, parce que c'est une pathologie qui est fréquente. En fait, c'est la plus fréquente des pathologies thyroïdiennes.
On parle d'hypothyroïdie, on parle aussi d'hyperthyroïdie. Comment distinguer l'une de l'autre, professeur? En fait, c'est vraiment le tableau contraire, l'une de l'autre. Autant donc l'hyperthyroïdie qui est un hyperfonctionnement de la thyroïde pour une raison X, on peut avoir une maladie inflammatoire, ce qu'on appelle les nodules toxiques, qui sont fréquents dans notre pays. On a donc un hypermétabolisme de l'organisme, un hyperfonctionnement. Autant dans l'hypothyroïdie, c'est bien le contraire. Tous les signes qu'on voit en excès dans l'hyperthyroïdie sont appauvris et réduits dans l'hypothyroïdie. Pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes agissent sur le fonctionnement de tous les viscères, tous les appareils de l'organisme, dans la consommation d'oxygène, dans l'énergie, donc l'utilisation de l'énergie de l'organisme. Et lorsque les hormones thyroïdiennes sont donc en déficience, il va y avoir donc un ralentissement de tout le corps. Absolument, voilà. J'imagine. Donc ça nous amène un petit peu à parler des symptômes qui permettent de déceler la pathologie ou de la diagnostiquer. Oui, il faut savoir que c'est une pathologie fréquente. Si vous dites que tout diminue, il y a certainement la fatigue parmi les symptômes. Tout est revu à la baisse, oui, tout est revu à la baisse. Oui. En fait, il faut préciser donc, que c'est une pathologie qui survient à tout âge, quoique cette prévalence augmente au fur et à mesure qu'on avance en âge, notamment donc après l'âge de 50 ans. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Et donc, on la voit forcément à la ménopause. Donc, les dames qui font une ménopause, qui se plaignent de fatigue, de fatigabilité, d'asthénie, de troubles de la concentration, de troubles de la mémoire, doivent penser donc à bilanter, donc à voir leur médecin traitant pour éliminer une hypothyroïdie. Donc les signes sont très riches. La symptomatologie, je vous ai dit, les hormones agissent partout dans le corps. Et donc, si on voit les tout petits, donc à la naissance, et c'est là l'aspect le plus grave de la pathologie, c'est que lorsqu'elle survient à la naissance, ça entraîne donc ce qu'on appelle un crétinisme, donc un retard mental, parce que les hormones thyroïdiennes sont indispensables pour le développement mental et intellectuel de l'enfant. Est-ce que donc justement, est-ce que les médecins, les pédiatres donc, ou les obstétriciens, est-ce qu'ils sont vraiment au courant de cette nécessité de tester à ce niveau-là? En fait, oui, mais on n'est pas suffisamment vigilant, d'où l'intérêt justement de cette campagne de sensibilisation. On n'y pense pas suffisamment. Il faut savoir que dans les pays occidentaux, le dépistage est fait systématiquement. Tous les bébés, on leur fait le bilan thyroïdien, chose qui ne se fait pas encore malheureusement dans notre pays. Et donc, il faut faire attention si un bébé donc, est trop sage. Il ne termine pas, donc il est fatigué, il ne termine pas son biberon, il fait des constipations, il a ce qu'on appelle un ictère, c'est-à-dire une jaunisse, il est amorphe, il est ralenti. Un peu plus tard, s'il ne croît pas correctement, donc ça, pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes interviennent sur la croissance de l'enfant, sur la maturation donc, du squelette, et donc si on ne fait pas attention, en plus du retard mental, vous allez avoir un retard statural qui est dit disharmonieux. D'ailleurs, devant un retard de croissance, on doit faire un bilan thyroïdien. Professeur, si c'est diagnostiqué à temps, est-ce que c'est réversible pour les enfants? Oui, mais plus tôt on le fera, mieux ça sera. Parce qu'il a été démontré que même si au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, si on fait le diagnostic, on met en route le traitement, il y aura quand même un impact sur le développement neuropsychologique. Le coefficient intellectuel sera diminué. D'où l'intérêt justement d'être très vigilant, très à l'écoute donc, de la symptomatologie donc, qui caractérise l'hypothyroïdie de l'enfant. Donc d'où la nécessité d'une telle campagne à l'échelle nationale. Tout à fait. Je dirais même la nécessité d'installer le dépistage néonatal. Il est temps de le faire. Et donc plus tard, donc à l'âge adulte, c'est plutôt une autre symptomatologie qui va s'installer, comme vous disiez, donc une asthénie extrême, une fatigabilité. Voilà, la fatigue, je m'en doutais. Qui est physique, qui est psychique, qui est sexuelle, parce que ça intervient aussi dans le fonctionnement sexuel. Ça peut entraîner une infertilité. C'est une cause de stérilité dans le couple.
Ça entraîne donc sur le plan digestif une constipation, une anorexie, une prise de poids. Il y a un ralentissement du rythme cardiaque. Ça peut aller dans les formes graves jusqu'à l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme. Et puis donc ça permet l'utilisation du glucose et du cholestérol. Et donc lorsqu'il y a une hypothyroïdie, il y aura une hypercholestérolémie. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'empresser de traiter une hypercholestérolémie comme on le voit dans certaines situations. Il faut chercher une cause secondaire. Toujours rechercher, voilà. Comme pour le diabète sucré, donc il faut chercher donc une cause secondaire. Et dans le cas de l'hypercholestérolémie, le bilan thyroïdien doit être systématique. Donc quand il n'y a pas d'intervention, pas de mise en route du traitement, il y aura donc un dépôt de cholestérol au niveau des coronaires. Et qui dit coronaire dira maladie coronarienne, dira infarctus, angine de poitrine. Et vous voyez donc toutes les conséquences néfastes. Chez les sujets âgés, on peut aller jusqu'au coma myxœdémateux. Et là, la complication, elle est gravissime et elle est souvent irréversible. Donc n'attendons pas cette situation dramatique pour pouvoir agir et donc intervenir. Professeur Fedala, cette pathologie aussi engendre ou entraîne aussi un état psychologique assez particulier, peut aller jusqu'à une dépression nerveuse, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ça donne donc une certaine tristesse, et surtout un état dépressif qui peut être très profond. On a été amené donc à diagnostiquer donc une hypothyroïdie chez des patients donc qui étaient traités, même hospitalisés pour dépression. C'est pour ça je vous dis donc on doit faire très attention. Il faut connaître donc les signes d'hypothyroïdie pour pouvoir donc permettre un traitement qui va complètement modifier donc le tableau clinique et faire guérir le patient de toute cette symptomatologie qui peuvent être même psychiatriques, comme vous le dites si bien. Voilà, vous qui êtes bien placé, vous êtes professeur au niveau du CHU de Bab el Oued, donc vous recevez énormément de malades, et puis vous arrivez aussi à avoir le recul pour dire un petit peu, pour faire un point de situation par rapport à cette pathologie chez nous. Alors, où en sommes-nous par rapport à... Est-ce qu'elle est vraiment très, très présente, l'hypothyroïdie? Tout à fait. Donc, à nos consultations, quotidiennement, on reçoit de nouveaux cas. C'est une pathologie donc, qui est très fréquente. Je vous ai dit, donc c'est la plus fréquente parmi les pathologies thyroïdiennes. Et puis, avec je vous dirais, donc, le programme, l'instauration donc, du programme de lutte contre la carence iodée, donc, qui a été établi par notre maître feu professeur Ben Miloud, donc la prévention qui consistait donc à la iodation du sel, ça a permis justement de régler le problème du goitre simple, le goitre donc endémique précisément, mais il y a eu le contre-coup de ce programme-là, c'est qu'il y a eu une explosion des maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce que l'iode donc, est immunogène, il favorise l'inflammation de la thyroïde pour être simple donc, dans l'explication, et ça favorise donc l'hypothyroïdie, d'où la flambée, je dirais, donc, des cas d'hypothyroïdie. Effectivement, on en voit énormément à nos consultations quotidiennement. Voilà, cette pathologie peut-elle devenir chronique? Ou est-ce qu'elle est chronique d'emblée, ou est-ce qu'il y a des étapes? Comment elle évolue, cette pathologie? Selon l'étiologie, selon la cause, on peut avoir soit une forme transitoire ou le plus souvent donc, une forme définitive. Donc, c'est une affection donc, en général chronique définitive, auquel cas donc, il faut introduire un traitement à vie. Donc, nous avons donc le substitut des hormones thyroïdiennes qui sont les hormones thyroïdiennes de synthèse sous forme de comprimés. Et donc, ce traitement devra être institué à vie. Et bien sûr, les patients devront suivre en consultation donc, au long cours. Donc, il faut qu'il y ait un suivi donc, chronique à vie de ces patients. C'est-à-dire que cela implique aussi des bilans réguliers, donc pas seulement la prise de médicaments? Tout à fait. On dirait qu'il faut commencer par faire un bon examen clinique, ensuite donc, passer donc, à des contrôles. Une fois qu'on a bien rétabli le fonctionnement de la thyroïde grâce aux dosages hormonaux, donc il y a un protocole donc, à suivre. Ensuite, on passera à des contrôles, je dirais, semestriels,
voire annuel, hein, quand le patient est observant. Oui, parce que le corps humain n'est pas statique. Le corps humain évolue, il subit d'autres effets. Il y a un environnement qui influe, il y a une alimentation, une hygiène de vie qui peut aussi modifier l'état d'une personne et d'une autre. Donc j'imagine aussi que ces prises de médicaments seront adaptées selon l'état du patient. Les besoins seront parce différents. Il y a des patients qui prennent un médicament et qui ne repartent plus chez le médecin. Ah, ça c'est la faute gravissime. Oui. Et parfois, on est amené donc, à découvrir donc, des complications, des conséquences qui peuvent être néfastes sur la santé de cet individu-là. Il faut savoir que les besoins donc, sont modifiés en fonction donc, de l'état physiologique de la personne, de l'état pathologique de la patiente. Elle peut avoir donc, une morbidité cardiovasculaire, auquel cas il faut adapter la posologie, surtout la femme enceinte. Donc ça me permet aussi de vous me donner l'occasion de parler de la femme enceinte, où maintenant on sait, grâce donc, à une bonne collaboration avec les gynécologues, qu'il faut dès la première consultation, bilanter la parturiente, donc faire un bilan thyroïdien pour voir ce qu'il faut pour éliminer une hypothyroïdie afin d'éviter justement l'hypothyroïdie au cours de la grossesse qui peut avoir un retentissement et chez la maman et chez le nouveau-né, donc chez le fœtus. L'enfant, pareil, il aura besoin d'un peu plus d'hormones thyroïdiennes, donc il faudra à ce moment-là ajuster la thérapeutique, d'où je vous dis donc le contrôle continu par le médecin traitant. En tout cas, voilà, la campagne se poursuit. Voilà, vous nous avez permis vraiment de comprendre aujourd'hui, et j'imagine que tous les praticiens ou tous les spécialistes en endocrinologie vont pouvoir justement s'exprimer autour de la question, et ça s'étalera jusqu'au mois de mai prochain. Tout à fait. Donc, et cela, il faut savoir que ce programme, donc cette campagne de sensibilisation, donc elle est internationale, hein, et notre pays donc est toujours donc parmi les premiers donc à lancer donc cette campagne. En général, elle se fait au mois de mai, mais pour mieux impacter, pour mieux avoir donc un retour positif, il a été décidé d'allonger ça sur 3 mois. Donc, commençons maintenant donc et prolongeant donc cette campagne jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire le 25 mai précisément. Merci infiniment, professeur Soumeya Fedala. Merci. Donc, vous êtes spécialiste en endocrinologie, en maladies métaboliques, chef de service du CHU de Bab el Oued. On a été ravis de vous avoir parmi nous ce matin pour cet éclairage lié à l'hypothyroïdie. Voilà. On en sait plus, on dormira moins bête ce soir et on fera très attention. J'imagine que toutes celles et tous ceux qui nous regardent ce matin vont se poser des questions sur leur état et voir la possibilité de consulter un endocrinologue pour en savoir plus. Alors merci infiniment, bon vent pour la campagne et merci à ceux qui sont avec nous. Tout de suite, une petite transition pour recevoir notre artiste qui nous vient de Tougourt. Il s'agit donc d'une exposition abritée par la Galerie Rassim, celle de Nasser Gheliz. Et bien sûr, c'est la voix de Lamia Bedbouda qui va être notre guide à travers les 6 messes de cette galerie. À la Galerie Rassim, les expositions d'art plastique se suivent mais ne se ressemblent pas. Pour ce mois de mars, c'est Nasser Gheliz qui a accroché 55 œuvres. L'artiste est autodidacte, retraité du monde de l'enseignement supérieur. Depuis, il consacre ses journées à sa passion. Intitulé Fantaisie, l'artiste nous invite dans son monde empreint de création, d'imagination, et cela à travers une série d'acryliques dans le style abstrait. L'artiste nous convie dans ce monde de liberté pour nous y promener sans directive et à chacun son interprétation. Des formes géométriques colorées et lumineuses sont à découvrir. Certaines toiles sont à l'encre de Chine, comme Néographisme 1 et 2, où l'artiste manie avec brio la plume et le pinceau. Ce tableau est une reproduction d'une célèbre toile du peintre hollandais Piet Mondrian, le chef de file de l'art abstrait.
Dans le registre nature morte, Nasser Guizi a subtilement choisi les couleurs de cette corbeille de fruits. D'autres tableaux sont le résultat de nombreux collages où l'artiste, tel un enfant, s'en donne à cœur joie. Ces collages sont colorés de rouge et noir aux multicouleurs. Brisure est l'intitulé d'un ensemble de tableaux réalisés suite à l'incident d'un vaisselier cassé. L'artiste eut l'idée de judicieusement coller ces morceaux de verre pour nous offrir ces pépites colorées. Une exposition riche en formes, en genres et en couleurs, à ne rater sous aucun prétexte. Les gens sont bien. Voilà, on rigole déjà sur le plateau de Bonjour d'Algérie avec notre invité très sympathique. Il vient de Tougourt. Il est artiste peintre, plasticien, je dirais, enseignant aussi d'art plastique dans sa ville et sa région. Et on est ravis de recevoir Halim Sellami. Merci bonjour, de l'invitation. bienvenue. Bonjour. En tout cas, voilà, votre sourire est contagieux. On n'arrête pas depuis un petit moment. On est ravis de vous recevoir, mon ami. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'une très belle région qui se reflète très bien à travers vos œuvres, donc la région de Tougourt. Ouais. Vous êtes natif de Tougourt, de Tougourt, mais plus précisément de Tougourt, le centre, le centre de la région de Ouadélir Kamel, mais de Tougourt. Mais je me suis sur la Timassine. Oui. Par le Qsar de Timassine, l'architecture, et en plus la sculpture de stuc qu'il y avait sur l'ancienne Zawiya et la mosquée. J'étais très imprégné par le Qsar, par cette architecture, les façades des murs et des maisons, des couleurs aussi, parfois. Une porte jaune ou bien une porte mauve, un tapis suspendu sur les murs. Et ça crée un contraste. Ça a créé un dialogue. Donc j'ai commencé à faire un petit peu même la sculpture de stuc, c'est-à-dire le maître sculpteur, il met une partie avant qu'elle sèche, il commence à graver et tout ça, à travailler. Et je m'impose un petit peu la même chose en faisant de l'enduit avec de la colle blanche. Je commence à le sculpter avant qu'il sèche. Voilà. Donc il y a des signes. Il y a un petit peu un rappel de tout cette. Voilà, donc il y a plusieurs signes qui viennent dans les médias. Sans réfléchir trop, sans trop réfléchir et tout ça. Et ça donne quelque chose toujours de voilà, on parlait de stuc et on voit en arrière-plan sur cette toile en particulier tous ces graphismes à l'arrière qui rappellent justement ces éléments architectoniques dans les vieux qsour et dans les vieilles bâtisses justement, donc surtout dans le sud algérien, mais même au nord, un petit peu partout. Ce travail de stuc, c'est un héritage, un très bel héritage dont vous vous êtes inspiré pour créer de la matière. Oui, justement, c'est le Cheikh Tariq Tijaniya, il a ramené une sculpture du Maroc, puis le Marocain, il a enseigné, c'est-à-dire il a eu des disciples qui ont commencé aussi à faire le même travail, qui s'est un peu réparti dans la région de Ouadélir jusqu'à Souf. Puis les soufis ont commencé aussi à faire toute une école. D'ailleurs, il a fait ça à la Grande Poste. Oui, absolument. Après, donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi toute une spiritualité dans la région de Tougourt aussi. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de Timassine qui abrite des zaouïas qui ont dû aussi un petit peu laisser leur impact. Voilà. Parce que vous reprenez aussi des scènes de vie dans votre toile. Oui, même par exemple, j'ai une toile intitulée le Biyatet, ou bien celle qui annonce un mariage. Donc, et quand elle passe, c'est toute une beauté, on se sourire et tout ça. Il y a un parfum qui le laisse. Chaque maison, quand il rentre, il asperge avec un peu de parfum.
Et quand il passe dans le petit ruelle, donc c'est toute une ça odeur, ça embaume tout le passage. Et c'est vrai que ce sont des odeurs que vous avez. Et ce sont des trucs qui m'inspirent pour une toile, ou comme on dit tout à l'heure, un tapis suspendu quelque part avec du ocre et du rouge de la terre. Et puis vous avez des bleus, des bleus. Donc, le bleu est très présent. C'est vrai que on se dit, voilà, c'est une région un peu désertique, mais ce n'est pas le cas. Hein. Tougourt, il y a aussi un ciel très bleu, parfois, qui se reflète sur des étendues d'eau qui sont très belles. Oui, c'est vrai que je me dis toujours que s'il y a de vent de sable, parfois c'est parce qu'il fait beau tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un beau soleil, le ciel toujours bleu, avec les ocres, avec même sauf que le bleu, là, il n'est pas sur le ciel, mais vous l'avez introduit carrément dans les éléments architecturaux de cette toile, par exemple. Quand on voit le choix des femmes pour les motifs ou les couleurs pour les vêtements qu'elles portent, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de mauve, des couleurs chatoyantes. Que aussi, je l'ai pas choisi, c'est-à-dire je me suis laissé un bébé imprégné par tout ce qui vient, son grande résistance. Oui. Et voilà, ça a créé une gamme de couleurs, une palette spéciale, propre à moi. Voilà. Là, on n'est pas dans vraiment l'extrêmement contrasté, mais on voit déjà du contraste, tous ces plans qui se superposent et qui se juxtaposent. Et voilà, en partant de l'ocre vers le bleu, vers ces couleurs chatoyantes. Et d'autres toiles sont véritablement chatoyantes. Ce sont des festins de couleurs. C'est vrai. Surtout quand il y a des personnages habillés à la traditionnelle, mais avec la touche de Halim Slami, bien sûr. Je me laisse, j'adore, j'aime. Parfois, la femme, elle est là pour ses couleurs, pour ses vêtements. C'est-à-dire, j'aime bien ces couleurs et je me laisse. Oui, ça contribue à la beauté, ça contribue à l'esthétique au quotidien. C'est comme un rythme qui se suit. Je me laisse à un moment donné. La peinture, elle prend certaines autonomies, c'est-à-dire je deviens l'exécuteur et là. Je fais appel à une harmonie, un truc dont je sais. On l'a senti dans la toile qui vient de passer. Donc il y avait des personnages, mais on sent qu'ils sont. Qui font partie de l'élément graphique un peu plus que, voilà, vous n'êtes pas à la recherche d'une identité particulière ou, voilà, ce sont des personnages sans visage, mais qui sont là pour l'esthétisme. Pour l'esthétisme et pour aussi une identité, c'est-à-dire moi je suis ravi de compléter un brique de style la peinture algérienne, toute une chaîne stylistique et artistique. Le Sud aussi, c'est une grande richesse, chromatique et aussi même plastique, si on veut. L'utilisation du sable et des enduits, la juxtaposition des plans et des reliefs, ça crée ces palais qui n'existent pas. Absolument, là on a justement une petite roba au milieu, on peut deviner justement une oasis, on peut deviner des intérieurs, des extérieurs, comme on veut, au gré de nos sentiments. Oui, voilà, donc j'avais une fenêtre de mon atelier qui donne sur toutes les terrasses, et là je vois les palmiers, chaque maison, il y avait un palmier. Et le petit pour les palmiers de l'eau, c'est-à-dire donc l'eau n'est pas gaspillée, c'est-à-dire elle est toujours utilisée pour l'irrigation, pour voilà. Donc oui, donc voilà, c'est très bien. En tout cas, vous avez fait le voyage il y a quelques années. Vous étiez jeune, passionné de couleurs. Vos premières inspirations étaient liées à des personnages de votre environnement direct. Des histoires. Voilà, des histoires. On peut en connaître un petit bout avant justement l'arrivée à l'École supérieure des Beaux-Arts. Comment ?
avant d'arriver à l'école des Beaux-Arts, il y avait déjà une petite initiation. Ben oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dis toujours à mes élèves ou bien les autres, les artistes, que c'est une continuité, c'est-à-dire même quand on fait du figuratif ou bien de trucs en dessin académique, il y a un choix déjà qui a été déjà fait. Oui. C'est-à-dire il faut juste s'introvertir, puiser dans leur enfance, oui. Puiser dans... c'est d'une manière très simple, c'est-à-dire c'est pas en allant vers l'abstraction oui. Sans que ça n'ait un sens. Voilà, voilà. Donc il faut être simple, il faut être voilà, surtout se connaître. Absolument. Se connaître pour se projeter et aller de l'avant dans sa peinture, dans sa démarche plastique. C'est-à-dire qu'on change, mais on se voit pas. C'est-à-dire parfois on est en train d'évoluer, mais voilà, ça c'est les plus voilà, il y a des groupes de femmes dans les 2 toiles qui viennent de passer. Voilà, avec beaucoup de contrastes, des costumes bien de chez nous qui sont mis en relief. Des femmes à la terrasse, c'est-à-dire un espace qui était préservé. C'est une terrasse à la Halim Selami. On peut deviner, maintenant que vous avez dit le mot clé. Une qada sur la terrasse. Oui. Elles sont relaxes, hein, les femmes dans le sud. Elles n'ont pas beaucoup de pression comme celles du nord. Hein. Moi, j'aime qu'ils vivent leur féminité sans complexe, voilà, ils sont là avec leurs histoires, avec leur beauté à eux et tout ça. Donc, et parfois il y a des couples, il n'y a pas que, il y a des groupes féminins sur certaines toiles, des fois on devine des couples, des fois on voit des hommes. C'est des peintures récentes où il y a beaucoup de femmes. Mais est-ce que avec le décès de ma maman, oui, donc, ça vous a beaucoup affecté. La femme, elle est revenue en masse, alors qu'il y avait des groupes de personnes. Absolument. Il y avait une toile intitulée Sidi Blel. Oui. Il y avait beaucoup de matières, des motifs africains. Et l'héritage gnaoui. Oui, justement. Itogourt aussi, c'était un carrefour des caravanes qui partaient vers la Mecque et aussi ou bien vers Tombouctou. Il y avait un va-et-vient. Oui. Donc, on trouve aussi les traces. Elle était sur la route du sel aussi. Oui, elle était sur la route du sel, effectivement. La route du sel, voilà, donc il y a un peu de tout ça. C'était une grande cité, hein, Tougourt. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est une petite ville, mais à des époques antérieures, elle a joué un rôle très, très important. Une dynastie, Beni Jellab. Beni Jellab, c'est une كيفاش نقولوا مملكه تاع بني جلاب et moi quand je dis même les tombeaux du roi quand je vais c'est des tombeaux simples donc moi ou bien le qsor c'est qsar c'est dans ma palais dans ma imaginaire d'enfant et quand j'ai été il n'y avait rien de cela. Oui, il n'y avait pas le faste qu'on imagine et qu'on a vu en télé. Oui. Donc, j'essaye toujours de les créer à ma façon. C'est-à-dire, on voit la dorure, parfois, certains éléments décoratifs, effectivement, qui traversent la toile. Et surtout, cette décoration, cette aisance dans cette architecture, même dans les habits, parfois. J'essaie de lui donner une posture un peu à l'aise, du roi, des décideurs. Beaucoup de volupté, voilà. Effectivement. Non, mais c'est bien d'être artiste finalement. Ben oui. On crée avec son imaginaire et puis voilà. Et surtout que vous avez ce mariage très judicieux entre l'abstraction et le figuratif, qui fait toute la beauté justement de votre projet artistique. Moi, ça a créé un problème pour moi, c'est-à-dire le fait de ne pas choisir entre les deux styles.
Mais en fin de compte, ils s'épousent bien. Voilà, ils s'épousent bien. Et c'est parce que je me pose plus la question. Je travaille. Et je aimais le nomadisme quelque part. C'est-à-dire, pourquoi se bloquer dans un style et y rester. Alors, le style, il existe déjà. Donc, je fais. Oui, tout à fait. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette. Selon l'inspiration, selon. Bien sûr, la peinture, elle a ses codes, ses règles de composition, de plasticité, le langage aussi. Et quand elle prend son autonomie, bien sûr, on n'est que des exécuteurs. Exécuteurs heureux, je dirais, parce que ça nous procure quand même un bienfait. Et au moment du partage, j'imagine aussi que vous êtes doublement heureux. Peinture généreuse en couleur et en matière plastique, je vais dire. Donc je prends plaisir. Et je prends plaisir aussi à le partager, le montrer, et c'est ça le but. Voilà, en tout cas, vous êtes un habitué des 6 messes de la galerie Dar El 15. Voilà, donc, Mme Ghalimi vous accompagne depuis pas mal d'années. Donc, combien d'expos? Donc, beaucoup. On a fêté les 20 ans de collaboration avec la galerie Dar El 15. Et voilà, donc... et on souhaite toute la pérennité à cette collaboration qui gagne. Oui, toujours. Moi, toujours, une galerie, elle est là, pas seulement pour le profit matériel, et aussi pour la promotion des artistes. Un artiste qui ne vend pas, pour moi, c'est un artiste qui ne peut pas évoluer. C'est-à-dire, c'est quand on a... il y a une place, c'est-à-dire qui se fait d'elle-même, et il faut donc travailler dans l'horizontal, c'est-à-dire rester toujours au même niveau de production et de sincérité aussi dans la recherche, effectivement. Ne pas tomber dans la simplicité, dans la vente et devenir commercial. En tout cas, voilà, c'est une moyenne de 3-4 ans entre les expos, donc c'est pas mal, ça laisse le recul. 3-4 ans et tout ça. Oui. Même pour ne pas travailler d'une manière continue, et avec l'inspiration, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y forcer et tout ça. Et quand ça vient, ça vient. Quand ça vient, ça vient. En tout cas, ça a été un bonheur de vous recevoir, Halim Sellami, ce matin, et de parler de cette belle région, de parler aussi art et peinture et esthétique avec vous. On a été ravis de vous recevoir. On vous souhaite un bon voyage de retour. Vous passez Ramadan à Tougourt? Oui. Ouais, entre Ouargla et Tougourt, parce que ce sont les deux régions. Voilà. C'est toujours la même chose. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc, à travers vous, on salue tous les habitants de Tougourt, tous les habitants de Ouargla. On vous embrasse, on vous souhaite un bon Ramadan. Inch'Allah, et vous aussi, Halim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, on va mettre le cap sur un cap. Oui, pas Cap Kaksine, et le nom justement d'un très beau phare qui se trouve dans la région de Ain Benyen. Riles Ould Hamouda nous le fait découvrir ce matin à travers ce reportage qui nous permettra de retrouver nos invités suivants. À tout de suite. Un éclat chaque 5 secondes, un édifice construit sur une falaise, une tour et une lanterne qui culmine à 68 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le phare Cap Kaksine, un véritable monument érigé sur le littoral algérien. Le phare de Cap Kaksine, c'est un phare d'atterrissage par rapport au port d'Alger.
où la différence entre l'atterrissage et le jalonnement, donc les bateaux qui naviguent, le jalonnement, ils continuent leur route pour jalonner la côte, et l'atterrissage, c'est où il y a un port pour que les bateaux atterrissent vers les ports. Le phare, avant 1991, il était équipé d'une lampe de 6000 watts. La puissance تاعو كانت تضرب حتى 60 km. ومن بعد من 91 لهنا ils ont modifié avec l'électronique اللي كاين دروكا. Les nouvelles technologies, ils ont remplacé par une lampe de 1000 watts. عندك juste la portée qui diminue, mais la côte elle est sécurisée. Un lieu chargé d'histoire, ce phare bénéficie d'un entretien régulier et pour assurer son bon fonctionnement, Hamid Cha'lal veille depuis 1987 sur sa gestion comme a fait auparavant son père. Avant que je commence le travail avec le phare, il y avait mon père, l'Erhamo, qui est venu travailler en juillet 63, le 15 juillet 63. Il a travaillé de cette date jusqu'à 87. En 87, il est sorti en retraite. Je l'ai remplacé. À fur et à mesure, en grandissant, on avait des sonneries de travail en cas il y avait une panne de courant ou la lampe du phare s'éteint. Donc il y a des sonneries qui déclenchent. Donc il y a toute la famille qui se réveille. Et on s'adapte à fur et à mesure. On dirait que même la famille travaillait. Chaque fois qu'il y a une sonnerie qui sonne, on se réveillait. بشويه بشويه en grandissant بنادم يولي يتعلم même الخدمه يتعلمها. Le phare de Cap Kaksine de Hammamat, Bainam, un phare vieux de plus de 150 ans, construit en 1868. Et depuis, la lumière fut et n'a jamais failli. Et du Cap Kaksine, on met le cap sur Djelfa directement pour parler d'une exploitation oléicole, mais surtout aussi d'une création innovante dans le domaine de l'agriculture, donc un domaine agricole qui fait parler de lui depuis pas mal d'années, donc un rêve qui a commencé il y a 20 ans. Et pour en parler justement, on est avec l'initiateur de cette belle réalisation, Monsieur Hakim Alilesh. Bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous recevoir, toujours fier justement de votre réalisation. C'est avec plaisir que je suis parmi vous. Donc bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Canal Algérie et merci de m'avoir reçu. Voilà, depuis à peu près 20 ans, donc vous êtes lancé dans cette aventure de folie en tout cas. Ouais, c'est une aventure. Vous quittez votre ville d'origine et vous allez tout à fait investir à Djelfa. Ouais. Ben voilà, c'est la force d'entreprendre. Hein. Il faut entreprendre quelque part. Et puis moi j'ai entrepris ce projet depuis déjà presque 20 ans. C'est par rapport à l'amour justement à l'agriculture et particulièrement l'oléiculture que j'affectionne énormément depuis ma tendre enfance. Oui. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, vous avez une exploitation de 15 000 arbres, c'est pas rien. Voilà, ça a été en tout cas le fruit d'un labeur intense de toute une équipe dont vous allez peut-être nous parler en 2 mots. Oui, bien sûr que ça nécessite beaucoup de présence, beaucoup d'attention. L'olivier, c'est pas, on le plante pas et puis on l'abandonne et on revient à chaque fois ramasser des olives. Non, c'est tout à fait faux. Alors voilà, il a besoin d'amour, j'ai envie de dire. Il a besoin d'amour. Hein. Moi, je dis toujours. Pour mes amis et ceux qui me connaissent, j'ai 5 enfants et 15 000 oliviers. Donc j'ai 15 000 et 5 enfants. C'est comme mes enfants. Oui, voilà. Tout à fait. Je les chuchote, je leur parle. Hein, je les connais un par un. C'est comme ça, c'est de là qu'on arrive justement à produire. Si on entreprend quelque chose, dans tout entrepreneuriat, je dis toujours qu'il faut être proche de son investissement, surtout
lorsqu'il s'agit de l'agriculture, elle n'est pas du tout ingrate. La terre, elle est généreuse. Ah oui, lorsqu'on lui donne, voilà, on reçoit en retour. Et vous avez beaucoup reçu, donc cette terre a été généreuse avec vous. Elle vous a offert j'allais dire des palmiers, des oliviers. Vraiment des oliviers très généreux. Vous étiez très content sur une vidéo que j'ai vue récemment. On a vu un petit peu vos yeux rieurs par rapport à cette récolte de cette année. Elle est particulière, vous disiez. Ah ouais, cette année, c'est une année particulière pour moi. Donc on dit, c'est vrai qu'il y a des régions où ça n'a pas été le cas, mais pour moi, c'était une année particulière, riche en émotions et la récolte était très bonne et la qualité surtout. Donc, on a obtenu un millésime exceptionnel cette année. Donc, voilà, et qui est jugé par les spécialistes et qui sera jugé prochainement justement, nous sommes inscrits sur quelques compétitions internationales, comme ça aussi pour un petit peu voir où s'en en est. Oui, en fait, les compétitions vous ont permis justement de jauger votre effort, de situer un petit peu le résultat de cet investissement, dans la mesure où vous avez été souvent classé premier. Aujourd'hui, on peut dire que, on ne l'a pas cité, mais l'huile d'Erbiya compte parmi les meilleures huiles au monde. Tout à fait, bien sûr. Et là, si vous permettez, aller dans des compétitions internationales, ce n'est pas uniquement pour parler de l'huile d'olive, plus ou moins d'Erbiya ou autre. C'est pour une meilleure visibilité du produit algérien en général, parce que savez-vous qu'il y a quelques années de cela, l'huile d'olive algérienne n'est pas très vendeur. Oui, absolument. Le travail a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, un petit peu, ou plutôt 25, on dira 30 beaucoup ans. Oui. Beaucoup moins, parce que on a, en fait, la nouvelle tendance, nouvelle et ancienne ailleurs, en Algérie. Nous disons toujours il faut consommer l'huile d'olive de vierge extra, telle qu'il est recommandé de la produire. Mais seulement chez nous on a un problème d'habitude gustative. Oui, tout à fait. Donc une huile d'olive vierge extra est mal appréciée en Algérie. Dans certaines régions, oui, parce qu'on recherche l'acidité, on recherche un petit peu l'acidité, on ne peut pas la détecter en bouche, ni le palais ne peut pas détecter l'acidité. C'est le laboratoire, c'est les analyses physico-chimiques qui détectent l'acidité. Mais par contre, il y a l'amertume et le piquant dans l'huile d'olive, c'est des attributs positifs, c'est la présence d'antioxydants qui est dans ce goût-là. Donc l'habitude du consommateur algérien n'est pas justement forgée sur ces goûts-là. Et actuellement, ça commence. Bon, le consommateur algérien commence à connaître un petit peu le bon produit. Voilà. En tout cas, ce bon produit, dans ce coffret, on voit déjà à l'image sont apparues les différentes médailles, certaines, parce que vous ne pouviez pas être exhaustif, mais les plus prestigieuses sont visibles sur le coffret de l'huile que vous présentez justement au public et que vous présentez à l'échelle internationale et locale. En tout cas, vous avez été gratifié de beaucoup de consécrations, mais bien sûr, celle qui a peut-être été la plus importante pour vous, peut-être par rapport à l'échelle locale, donc c'est celle du président de la République. Donc Abdel Medjid Tebboune vous a honoré le 28 février dernier, donc on voit ça à l'image. Tout à fait. C'était un honneur pour moi. J'étais très, très content d'être honoré par Monsieur le Président de la République. Et sincèrement, j'ai assisté aux assises nationales sur l'agriculture, donc on a vu un petit peu le discours du président était très, très tactile, il y a une volonté sérieuse sur le terrain de relever ce défi et de travailler, pourquoi pas, le produit algérien.
d'abord les assises sous le thème de autosuffisance et agriculture pour une agriculture moderne et durable, et l'autosuffisance alimentaire. Et pourquoi pas de ne pas s'autosuffire déjà, c'est déjà pas mal, du moins pour, bon, moi je parle de ma filière de l'huile d'olive, mais après il y a les céréales, il y a autre chose, il y a les viandes et tout. Et pourquoi pas aller, je vous assure madame, on n'a rien à envier aux autres pays. Absolument, pourquoi ne pas aller vers l'excellence, la vers performance, l'excellence et vers l'exportation, justement. Absolument. Moi avec mon produit, pourquoi je participe aux compétitions internationales, c'est pour justement donner une visibilité du produit algérien, que dire au monde qu'on sait produire comme les autres pays producteurs de la Absolument. Du là, bassin on voit l'image justement, une médaille décrochée à Berlin. C'est vrai que voilà, c'est quand même un pays où l'industrie agricole est très très florissante, n'est-ce pas? Oui, on a eu même à Dubaï deux médailles d'or. C'est un carrefour très important, donc, dans le monde de l'olive. On a eu en 2022 une médaille d'or au mois de février et une autre, les mêmes échantillons ont été réanalysés au mois d'août et ça a donné aussi une médaille d'or. En Italie aussi, on a eu une médaille d'or. L'Italie qui est le pays de l'huile d'olive par excellence, comme la Grèce. Écoutez, c'est... Alors l'Italie, en fait, pas moins de 6 médailles cette année, en 2022. Tout à fait. Sans parler de celles décrochées les années avant, précédentes. oui. Et puis, voilà, c'est dans le but, justement, notre but, c'est de montrer que le produit algérien n'a rien à envier à l'huile d'olive d'autres pays producteurs. Donc voilà, c'est l'audace, si vous voulez. Je suis un peu audacieux de dire que vous n'avez rien à nous apprendre. On sait produire et on sait produire selon le conseil, selon les normes du Conseil agricole international. Absolument. Et voilà, ça nous permet de donner une visibilité aux produits algériens en général. Oui. Entendu. Donc voilà, c'est un produit en or, parce qu'on voyait, juste avant, on voyait une médaille d'or, et ça m'a donné envie de dire que Dahbiya, d'ailleurs le prénom, il signifie justement doré, c'est ça? Ouais, la dorée, oui, c'est doré. Tout à fait. Voilà, donc c'était un petit peu prémonitoire quand vous avez lancé la gamme, j'imagine. Prémonitoire, vous ne saviez pas que vous alliez décrocher autant d'or dans les compétitions? Non, pas du tout. C'est-à-dire, moi je suis quelqu'un qui travaille, j'aime faire les choses correctement. Donc lorsqu'on est sur un travail, on le fait correctement. Donc après, on n'est pas surpris d'être, si vous voulez, récompensé. On n'est pas vraiment surpris. Mais ça nous donne des forces. Après, ça nous... Absolument, bien sûr ça nous aide à aller de l'avant, effectivement. Donc, en tout cas, on souhaite bon vent pour votre huile qui a eu une bonne crue cette année. Et d'ailleurs, vous avez installé un moulin à proximité des arbres cette année. C'est la dernière nouveauté par rapport à l'exploitation. Oui, ça fait quand même 3 ans depuis qu'on l'a installé, le moulin. 3 ans, donc à quelques mètres au milieu de l'olivier. Justement pour mieux contrôler la qualité et mieux gérer le process d'élaboration. Parce que le temps entre la récolte et la trituration, ça joue un rôle important pour la qualité de l'huile d'olive. Donc nous, on fait à peu près moins d'1 heure. En moins d'1 heure, on a nos olives sont déjà passées au pressoir. Voilà. Excellent en tout cas. En tout cas, voilà, j'imagine votre bonheur. En tout cas, j'imagine qu'on entendra parler de vous, Monsieur Alilech, cette année, comme d'accoutumé. Donc, un peu partout sur les médias. En toute modestie, bien sûr. En toute modestie, oui, mais bien sûr. Mais quand vous avez réalisé votre rêve, donc d'il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est vraiment une belle exploitation. Croyez-moi que le matin, moi, quand je me lève en allant travailler dans l'exploitation, je suis pressé d'y arriver. D'accord, donc c'est ça, quand on aime ce qu'on fait, c'est ça la clé de la réussite. La clé de la réussite et puis le bonheur. Vous avez le bonheur tous les jours d'y être sur place, de travailler, de faire ce qu'on aime.
Ça, c'est très important. C'est très, très important. Nous, on a été ravis, en tout cas, d'en parler avec vous, Hakim Alilesh. Donc, je rappelle que vous êtes oléiculteur installé actuellement à Djelfa et vous décrochez trophée après trophée pour l'huile d'Herbia qui est qui est là, qui est visible à l'antenne. En tout cas, on va parler encore de passion avec justement Samira Hadjamar qui attend en coulisses. Et justement, avant, elle va nous dresser le portrait d'Ikram. Ikram est une dame qui a choisi le tissage comme mode d'expression. Le tissage donc, qui met en relief tout un pan de notre patrimoine et c'est le reportage qui va vous en dire davantage. Il est signé Samira Hadjamar. Les tisseuses, elles sont principalement dans des villages perdus. Il n'y a rien du tout autour, c'est des femmes qui ne sortent pas de chez elles, elles n'ont pas de métier, c'est des femmes au foyer. Donc reprendre le tissage, ça a été vraiment une aubaine pour elles. D'abord, c'est revenu d'argent parce que c'est devenu un revenu pour elles. Il y en a une femme, par exemple, elle a pu envoyer sa fille à l'université. Une autre qui est veuve, maintenant, elle est complètement indépendante financièrement. Et c'est des femmes qui savent que tisser. Donc moi, mon travail, c'était de leur montrer ma manière de tisser, parce que moi-même, j'ai dû revoir tout ça. Je voulais arriver à un tissage complètement différent, où le tapis soit très léger, avec un aspect complètement différent des tapis de nos grands-parents, de nos grands-mères. Et arriver à ce résultat-là, ça m'a rapporté quand même une satisfaction. Ikram Nassij est une artiste née dans l'âme et dans la vocation au métier de la fée. Fée main, entre ses doigts une créativité sereine. Elle a fait du métier à tisser sa destinée et peu de mots suffisent à tisser sa passion qui s'étend et qu'elle a su partager à d'autres femmes. Pour être tisseuse, c'est un processus qui est long, donc qui demande de la patience et qui demande de la certitude, c'est-à-dire que c'est des centimètres. Si on ne pose pas bien le fil au bon endroit, on rate un tapis. Et un tapis, c'est 2 mois, 3 mois de tissage. Donc, c'est des femmes qui sont très concentrées, intelligentes. Ils ont un esprit un peu de géométrie dans leur tête, sans aller à l'école ou sans apprendre cela. Ça a été transmis par les grands-parents. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de devenir tisseuse, au fait. Le tapis blanc avec des losanges, donc ça a une signification berbère. C'est un tapis qui a toujours existé là où il y a eu les berbères, donc le nord d'Afrique, bien sûr, notamment. Et je me suis inspirée des magazines et je voulais ce tapis pour chez moi. Personne ne pouvait le faire. Et c'est ça qui m'a poussée à le faire moi-même. Donc, je ne m'arrête pas là. Le fait d'être derrière les fils et tisser, et ça m'a permis de me retrouver avec moi-même. Et ça m'a permis aussi de me construire. J'étais jeune, je me suis diplômée d'une université qui m'a donné une formation qui m'a permis de voir beaucoup d'aspects dans la vie. On a beaucoup, c'est-à-dire il y a beaucoup de lectures. C'est une université qui m'a permis de lire chaque semaine un livre. Et ça m'a reconnectée avec moi-même et mes ancêtres. Donc peut-être c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'un geste ancestral de forme géométrique qui raconte parfois les états d'âme des dames tisseuses, Ikram a créé Nassij Home, puis Nassij Art. Après des études dans une école d'art américaine, elle est revenue aux sources. J'associe le tissage à une forme d'expression et de sérénité. Maintenant, je suis passée à une autre étape qui est l'expression via le tissage, via le fil. Donc, je me suis exprimée avec l'œil et le palmier, je me suis exprimée avec le chiffre binaire, l'évolution. Donc, je laisse la surprise, il va y avoir toute une histoire derrière tout ça, etc. Donc, maintenant, il n'y a pas que Nassij Home et les tapis. Maintenant, il y a Nassij Home Art, c'est en construction. Et l'écriture, c'est déjà là. J'ai fait 2 expositions, donc une de Yahjenjen Yemjemjen et une exposition à l'international. Profondément inspirante, Ikram espère et rêve de facilitation pour que ses œuvres et ses tapis puissent s'exporter à l'étranger.
Et je suis sûre qu'elle y arrivera, Samira. Inch'Allah, moi je veux, moi aussi je veux. Mon petit doigt me dit que oui. Oui, il faut. Oui. Parce que c'est de très jolis thèmes. Bonjour. Bonjour. D'abord, bonjour. On s'est dit bonjour, off the record comme on dit, mais là c'est vrai, allez, on joue le jeu. Bonjour Samira. Comment tu vas? Je vais très bien. Alhamdoulilah, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec toi. Absolument, mais bon, c'est Ça toujours fait avec plaisir. un plaisir qu'on le fait, et surtout quand il s'agit de parler d'un pan de patrimoine très riche, jadis très très prisé par les touristes qui venaient en masse au sud algérien. Par les touristes, mais ça reste d'abord un héritage familial. Tout à fait. D'abord, c'est les femmes. Les femmes savaient tisser avant. Dans toutes les maisons, dans toutes les régions d'Algérie, il y en avait beaucoup. Ça faisait partie de la dot de la mariée donc, Oui, ça fait partie de la dot. Si je prends l'exemple des Touaregs, la femme commence à tisser sa tente Remadiala, sa maison en fait. Parce que à la base, ce sont les nomades, ceux qui vivent sous des tentes qui, pour les Touaregs, elle construit sa maison, j'ai oublié le nom, mais elle la construit. Elle la tisse. Elle la tisse, elle la tisse, prépare. Voilà. Et donc, j'ai rencontré Ikram dans le cadre d'un documentaire que je suis en train de monter en ce moment, à La Rouate. Donc, c'était une très, très belle rencontre. Ce n'est pas une artisane, Ikram Nassij, ce n'est pas une artisane, c'est une artiste. Créatrice. Parce qu'elle crée. Et ce qui est plaisant chez elle, ce qui est magique à la limite, c'est que c'est une femme qui était dans l'audit. Elle travaillait pour une multinationale et du jour au lendemain, elle s'est, avec je veux dire, beaucoup d'amour, reconvertie dans le tissage. Elle a eu besoin un jour d'un tapis pour sa maison. Elle ne le trouvait pas. Et bien, tissage. Elle l'a fait elle-même. Elle a confectionné son tapis et ça a été le point de départ. Le point de départ, le mieux, c'est quand maintenant, elle fait travailler une vingtaine de femmes. C'est une espèce de coopérative. Ces femmes sont dans des villages. Souvent, elles n'ont aucun moyen de communication. Et même vis-à-vis des traditions, elles ne sortent pas beaucoup. Voilà, exactement. Donc, Ikram est allée vers eux. Elle les a formées. Elle les a formées une par une. Et l'une a formé sa fille ou sa voisine ou un membre de sa famille. Voilà. Et donc, ce qui a créé une source de revenus importante pour toutes ces familles. Et effectivement, très intéressante. C'est à La Rouate. C'est quelque chose qui pourrait se vendre à New York, qui pourrait se vendre dans tous les pays du monde. C'est très représentatif de la qualité de la laine, des tapis algériens. Voilà. Alors. Et puis, bon, bien sûr, c'est une digne héritière, on dira, de cette lignée de tisserands qui nous ont offert Djebel Amour, le tapis de Djebel Amour, un tapis de passion, de par ses couleurs, les couleurs de la passion. Oui, d'abord dire qu'on ne connaît pas vraiment l'origine du tapis dans le monde, on ne la connaît pas. On sait qu'à partir de l'Antiquité, c'est les Phéniciens, ensuite les Romains. Chez nous... On se rappelle encore la légende de Pénélope. Qui a tissé? Qui a tissé pour Ulysse. Bah vas-y. En attendant, voilà, non, on va pas prendre sur le temps de Djebel Amour, non. Ce tapis mérite voilà, tous les récits. Alors, Djebel Amour, c'est la région d'Aflo, le Bayad. Il est très caractéristique à la région, on le reconnaît. Les couleurs, bien sûr, les motifs, mais aussi la technique de tissage. C'est de la haute laine. Voilà. C'est exactement la même technique qu'utilise Ikram. On appelle ça le frash. Le frash parce qu'à l'origine, c'est quelque chose qui se tissait dans la tente pour la tente. Pour la tente. C'est ce qui tapissait un petit peu la tente des nomades. Qui tapissait, ça servait de tapis, mais ça servait également de couverture. De literie. De lit. Et on rabattait donc le tapis. Ça pouvait couvrir 2 à 3 personnes. Ça, c'était pendant l'hiver. Et pendant l'été, on utilise le côté ras, en fait. Parce qu'il paraît que c'est plus frais. Maintenant, il y a de moins en moins de nomades, mais les tapis existent toujours. On aime ça. C'est dans les maisons. Chez Ikram, on a pu en voir. Il y en a pas mal. Elle les a empilés. On a vu aussi cette placette où vraiment on vend un petit peu à la criée, où on marchande, où on exporte. Oui, voilà. C'est un rituel, c'est une tradition très très belle. Ça existe aussi à Ghardaya. Ghardaya aussi a ses tapis. Mais pour revenir à ce qui fait la particularité du tapis de Djebel Amour, c'est aussi que les femmes ont appris aux côtés du reggam. Le reggam, on va dire, c'est le chef d'orchestre. C'est le maître tisseur. C'est lui qui noue les points
les points blancs. Au départ, c'est les femmes. On tisse à la verticale dans Ajbel Hamr. Le métier à tisser, pardon, est disposé à la verticale. C'est les femmes. Les femmes sont derrière le métier à tisser. C'est elles qui commencent et c'est elles qui tissent. Lui, il met les points, mais c'est surtout lui qui met les formes géométriques. Voilà, pour ce tapis qui est un des rares à avoir conservé toute son authenticité et qui raconte un pan de l'histoire et qui avait, à travers tous ces signes distinctifs des 11 tribus de cette région. Voilà. On arrive déjà à la fin. On a terminé. D'accord. C'est toujours comme ça. Les bonnes choses ont toujours une fin. Et le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, absolument. On termine avec... Et on se reverra la semaine prochaine. Avec plaisir. Bon courage pour le montage du documentaire. On a hâte de découvrir ces belles images. Oui. Merci beaucoup Samira Hadjamar. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer d'excellents moments et un bon samedi. Donc à très bientôt. À demain déjà.